Dans les années 1930, sur l'île Rouski, face à Vladivostok, l'état-major soviétique se prépare au pire. Le Japon s'affranchit des traités navals et mise sur des cuirassés géants capables de frapper au-delà de l'horizon marin, une menace directe pour la grande base du Pacifique soviétique. L'accès à Vladivostok, protégé par les falaises abruptes de Rouski, devient l'enjeu clé. S'il cède, l'extrême-orient soviétique vacille. L'idée s'impose alors. Enchâsser, au sens propre, une puissance de feu digne d'un cuirassé dans la roche, avec un système de tourelles lourdes, servi par des dizaines d'hommes, tirant des obus massifs à très longue portée. C'est le principe d'une batterie cuirassée enterrée, bientôt connue sous le nom de batterie Vorochilov, installée sur l'île Rouski, future pièce maîtresse de la défense côtière de Vladivostok à partir de 1934. Vladivostok et l'île Rouski. Vladivostok, maître de l'Est en russe, est bien plus proche de Tokyo que de Moscou. Rouski, jadis territoire de la Chine des Qing, puis cédé à la Russie en 1860, se dresse comme un écran naturel devant la ville. Dès la fin du XIXe siècle, l'armée impériale y implante batteries et forts, perfectionnés au fil des décennies. Au tournant du XXe siècle, la tension croît avec le Japon. L'espace maritime se hérisse de positions d'artillerie, mais l'ensemble, disparate, reste fragile. Après la guerre russo-japonaise et les troubles intérieurs, l'Empire déclare Vladivostok forteresse de premier rang et engage un vaste programme d'ouvrages reliés, modernisés et camouflés dans le relief, même si la Première Guerre mondiale puis la Révolution interrompent et dispersent une partie des efforts. La forteresse de Vladivostok n'en demeure pas moins un système défensif d'envergure, dont l'héritage est aujourd'hui patrimonial et muséal. De la crise à la décision, année 1930, le début des années 1930 rebat toutes les cartes. Le Japon s'affirme sur mer, l'URSS veut verrouiller ses approches. Les batteries de 180 mm, alors dominantes autour de Vladivostok, sont jugées trop justes face à de gros bâtiments ennemis. En 1931 à 1932, décision est prise d'implanter une batterie de 305 mm sur l'île Rouski, avec des tourelles lourdes récupérées sur un ancien cuirassé pour doter la côte d'un effet dissuasif et d'une portée décisive. Le choix du site mise sur la dissimulation naturelle et la protection du relief. Les éléments arrivent par barge, puis une voie ferrée dédiée mène jusqu'aux emplacements. L'ouvrage, mis en service en 1934 et baptisé du nom de Kliment Vorochilov, devient la première et la dernière batterie soviétique de ce calibre à tourelles blindées, conçue pour tirer loin, encaisser et rester opérationnelle. La batterie Vorochilov. Concrètement, la batterie aligne deux tourelles de 305 mm issues du cuirassé Poltava, adaptées à la côte et profondément enterrées. Les deux blocs sont reliés par un couloir souterrain d'environ 250 mètres. Sous chaque tourelle, plusieurs niveaux accueillant magasins de munitions, locaux techniques et espaces de service. Les voûtes en béton, d'une épaisseur supérieure à 3 mètres, sont calculées pour résister à des bombes d'aviation lourdes. Les pièces peuvent couvrir des distances de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres. Selon les sources locales, l'emploi doctrinal retenait un tir effectif d'environ 30 à 35 km, en coordination avec des postes de direction de tir déportés. Surtout, l'intégration du site à la topographie rend l'ensemble difficilement détectable et très ardu à neutraliser depuis la mer. Le cuirassé dans la montagne. L'expression s'impose vite. On a, pour ainsi dire, enterré un cuirassé. Cette image dit l'essentiel. Blindage, redondance mécanique et électrique, jonction souterraine, autonomie logistique et tourelles capables de pointer et tirer de façon coordonnée, comme à bord. Le résultat est une plateforme quasi invulnérable au tir direct naval, conçue pour durer et pour dissuader. L'ouvrage n'a d'ailleurs pratiquement pas tiré en colère. Le premier coup part en 1939 lors d'un exercice, et la carrière opérationnelle se résume à des tirs d'entraînement pendant des décennies, signe que l'effet psychologique et la posture de puissance ont atteint l'objectif recherché. Pourquoi cela a compté? Dissuasion crédible. La combinaison portée-puissance-protection rendait risquée toute approche de gros bâtiments ennemis vers le détroit de l'Est et la rade extérieure de Vladivostok. Verrou stratégique du Pacifique soviétique. Architecture de système. La batterie Vorochilov s'insère dans un dispositif de fortification, d'observation et de communication
hérité et réactivé des travaux commencés à la fin du 19e siècle, offrant recouvrement des feux et redondance. Résilience, construction enterrée, liaison souterraine, épaisseur de béton, stock abrité, tout concourt à la survivabilité et à la continuité de tir en cas d'attaque soutenue. Le rôle du cuirassé Poltava. Les tourelles de 305 mm proviennent du Poltava, un cuirassé de la classe Gangut de la marine impériale, désarmé et cannibalisé après des avaries et l'usure du temps. Leur réemploi à terre répond à une logique de valorisation de matériel lourd encore pertinent face à la menace navale régionale. La pratique n'est pas unique dans l'entre-deux-guerres, mais l'URSS en tire ici un système emblématique, souvent cité comme l'aboutissement du concept de tourelle de marine à terre, en contexte extrême-oriental. Service et destin ultérieur. La batterie reste en service dans la défense côtière jusqu'à la fin des années 1990, sans engagement au combat. Retirée du service en 1997, elle est transformée en musée l'année suivante, comme antenne du musée d'histoire de la flotte du Pacifique. On y visite les galeries, les postes, les mécanismes et une exposition consacrée à l'artillerie de l'île Rouski, avec cartes, portraits et photographies d'époque. C'est aujourd'hui l'une des visites les plus singulières de Vladivostok, entre prouesses techniques et mémoire militaire. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, les deux tourelles encastrées et les parcours souterrains reliant munitions, énergie et conduite de tir, illustrant le usine à tirer enterrée. L'exposition Île Rouski Artillerie, avec documents et pièces historiques sur la construction et l'exploitation de la batterie. Le site intégré au réseau patrimonial de la forteresse de Vladivostok, désormais géré dans le cadre muséal régional, aux côtés d'autres batteries et forts des 19e, 20e siècles. Repères historiques autour de la forteresse. Érigée par étapes de 1889 à 1918, la forteresse de Vladivostok agrège forts, batteries, souterrains et infrastructures militaires adaptées à un relief accidenté, avec un fort accent mis sur la protection et le camouflage. Si la Première Guerre mondiale et la Révolution ont interrompu les travaux et démembré des capacités, l'ensemble a été reconfiguré dans les années 30 face aux risques japonais. Aujourd'hui, il est intégré au musée régional et classé au patrimoine culturel d'importance fédérale en Russie. Synthèse en 3 idées. Une dissuasion statique mais redoutable. Des tourelles de 305 mm enterrées, protégées, coordonnées, pensées pour tenir la mer à distance et protéger la base du Pacifique soviétique sans avoir à livrer bataille ouverte. Un héritage de l'ingénierie militaire. La batterie Voroshilov, première et dernière de ce type en URSS, demeure un jalon rare de l'emploi de tourelles de cuirassés à terre dans un système complet et durable. Un patrimoine vivant. Désarmée à la fin du XXe siècle, elle se visite aujourd'hui comme un musée, témoignage concret d'un siècle de fortification côtière à Vladivostok. Au mi-temps des années 1930, l'horizon se charge à nouveau. Le Japon s'émancipe des limites imposées par les traités, modernise sa flotte et parie sur des cuirassés à très longue portée. Dans les états-majors soviétiques, un constat s'impose. Pour tenir Vladivostok, il faut verrouiller les passes et transformer l'île Rouski en citadelle littorale. L'objectif n'est plus seulement de surveiller, mais d'interdire l'approche, d'où l'idée d'installer des tourelles lourdes de 305 mm, enfouies sous béton et roches, avec des liaisons souterraines, de la redondance électrique et mécanique, et un réseau de direction de tir déporté. L'esprit du temps privilégie la dissuasion par la robustesse et la profondeur, plutôt que l'éclat des engagements de surface. Du papier au béton. La décision est traduite en chantiers colossaux. On coule les dalles, on creuse les galeries, on pose les câbles, on aménage les magasins à munitions en étage sous chaque tourelle. Les pièces, colossales, sont acheminées par barge, puis tirées et posées à l'aide de voies ferrées provisoires jusqu'aux emplacements, sur un relief escarpé et par des hivers qui gèlent la mer. L'implantation, choisie en retrait, dissimule les éclairs de bouche aux observateurs de mer. La topographie, brisée et plissée, complique toute correction de tir adverse depuis les airs. En quelques mois, les 2 tours de tir prennent place et au printemps 1934, la position est opérationnelle. La conduite de tir à distance. Le cœur du système n'est pas seulement dans l'acier des canons, mais dans la tête. Un poste de commandement éloigné, équipé d'instruments électromécaniques, reçoit les données des observatoires, calcule azimut et relèvement,
puis envoie aux tourelles des ordres de pointage. Les équipes, sous blindage, n'ont pas besoin de voir l'ennemi. Elles alignent les aiguilles des récepteurs et ouvrent le feu. Cette séparation entre détection, calcul et tir rend l'ensemble plus résilient. Si l'un des capteurs est neutralisé, un autre prend le relais et la batterie conserve sa cadence. Une forteresse faite pour durer. En profondeur, tout a été pensé pour l'endurance. Épaisseur de béton capable d'encaisser des projectiles lourds, réserve de munitions abritées, ventilation et énergie autonome, liaison protégée. Les blocs, enterrés, ne se laissent ni surprendre ni réduire par un bombardement bref. La marge de sécurité est telle que la position peut continuer à tirer malgré des dégâts d'environnement, et les équipes reçoivent procédures et entraînements pour maintenir l'ouvrage en régime prolongé. Service et modernisation. La batterie, entrée en service en 1934, ne connaîtra pas l'épreuve du feu en opération réelle. Les combats avec le Japon se déroulent ailleurs et l'effet dissuasif, ajouté à la difficulté d'approche de la rade extérieure, suffit. Pendant la guerre, l'installation est perfectionnée. Amélioration des transmissions, renforcement des capteurs, arrivée d'une capacité radar de conduite de tir qui affine l'acquisition et réduit les temps de réaction. L'ensemble demeure ainsi pertinent jusque tard, dans la seconde moitié du XXe siècle. Le facteur humain. Derrière la machine, un équipage complet. Équipe de pièces, mécaniciens, électriciens, calculateurs, transmission, sécurité des munitions. Les rôles sont précisément réglés, la rotation maîtrisée et les procédures couvrent l'ensemble du cycle, détection, calcul, pointage, tir, refroidissement, maintenance. Cette organisation permet la continuité d'efforts, la sécurité des opérations autour des charges propulsives et des obus, et la remise en condition sans perte de disponibilité. Une arme de silence. La réussite paradoxale de la batterie Vorochilov tient à son silence. Aucun duel naval décisif, pas d'assaut qui oblige à l'exposer, mais une présence constante, tangible, que tout plan adverse devait intégrer. En pratique, les approches maritimes les plus sensibles de Vladivostok restèrent sous cloche des décennies durant, et l'ouvrage devint l'archétype soviétique de la citadelle côtière à tourelles blindées. Le long crépuscule d'un concept, à mesure que l'aviation d'attaque, les missiles anti-navires et la guerre électronique prennent de l'ampleur, les batteries lourdes fixes perdent leur avantage comparatif. Mais la position de Roussky, par sa profondeur et son camouflage, conserve une valeur de sanctuaire jusqu'aux années 1990. La réforme des forces armées entérine son retrait du service en 1997. Dès l'année suivante, l'ouvrage bascule dans la mémoire. Visites guidées, conservation des mécanismes, mise en récit technique et historique. Parenté et héritage. Une batterie sœur, de conception comparable, existe sur la mer Noire. La 30e batterie blindée près de Sébastopol, témoignant d'une école d'ingénierie soviétique qui aura transposé à terre des tourelles de cuirassés pour défendre des points clés. Ces systèmes, rares, offrent aujourd'hui aux visiteurs un parcours à travers l'histoire de la fortification moderne. Des débuts de l'ère industrielle, au temps des capteurs et de l'électromécanique appliquée au tir. Pour la visite aujourd'hui, parcours souterrain entre les tourelles, salles techniques et magasins, qui donne à voir l'intelligence logistique de l'ouvrage et son autonomie en situation dégradée. Mécanismes de pointage et instruments de conduite de tir, illustrant la chaîne complète, de l'observation à la bouche à feu. Exposition muséographique dédiée à l'artillerie de l'île Roussky et au rôle de la forteresse de Vladivostok dans la défense du littoral du Pacifique russe au XXe siècle. Envoyez la suite? Si nécessaire, la prochaine partie peut détailler les caractéristiques techniques des tourelles de 305 mm, l'organisation précise du poste de commandement et quelques repères chronologiques complémentaires, mise en service, modernisation, dénomination, commandement, toujours en français adapté et sans reprise littérale du texte source.